Bienvenue à tout le monde à cette conférence. J'ai le plaisir, nous entendrons tout à l'heure le professeur Levrat, et j'ai le plaisir maintenant de demander à notre invitée, Madame Fatima Hosseini, de me rejoindre sur ce plateau pour que nous puissions dialoguer ensemble. Madame Hosseini. We'll speak in English. Fatima Hosseini, we are very pleased to welcome you at the University of Geneva. You're a photographer, you're Afghan from the Hazara minority, and you're an activist. And as an activist, you say, I'm fighting for the visibility of the beauty and the resilience of Afghan women. What does it mean? Can you explain a little bit what is your activity, your struggle? Yes, of course. Bonsoir à tous. And sorry if I don't speak French. I'm Fatima, originally from Afghanistan. But I was born in Iran as my grandparents left Afghanistan during Soviet war. And yeah, I grew up in Iran, but I went back to Afghanistan in 2013 and started my activities in Afghanistan and in Iran. But like the thing is that the whole concept of my works that you will see a little bit of my photos today was just to highlight a little bit of this beauty and hidden hope and resilience of women of Afghanistan that's always covered by the news of war and always overlooked and underestimated, and just didn't want to go through the cliche of media and from showing the women of Afghanistan as a victim. I don't want to ignore the dark side of the image, but it was my artistic approach to discover home and women in Afghanistan. Yeah, but I just lost it. And now in exile, I'm just continuing my way as an artist and as a woman from Afghanistan, just carrying the love of Afghanistan and just keep continuing about the women in my country. We will see perhaps after your photo on the screen behind us as we are speaking, you will perhaps comment it. Oh yeah, we have a photo, a beautiful photo. Can you comment it? Yeah, of course. So this project that I worked started in 2015 in Tehran, but I just started the main part of the project in Kabul in 2018. So it's just a photo that I just captured from one of my amazing friend Tahmina, that she left Afghanistan to Netherlands, and she just wear a very historic, a very kind of important scarf from Hazara areas in Afghanistan, Goleseb we called it, and she just like do this with her eyes because she's from Badakhshan, north of Afghanistan, but we were in Zahak mountains in Bamiyan. So I just captured her to bring this diversity that a Tajik from Badakhshan can also embrace the diversity of Hazaras. So yeah, I mean, this picture, I just took it in Bamiyan. In Bamiyan. Mm-hmm. The women in Afghanistan are totally discriminated under the Taliban. The United Nations are speaking of possible crimes against humanity committed by the Taliban against the women. The International Criminal Court is investigating. How would you describe the current situation of the women in Afghanistan? I mean, it's quite very heartbreaking and very sad that to talk about it. And it hurts me a lot because when I went back to Afghanistan from Tehran,
I went with a very different concept. I went to not cover the war, not cover the sad news, the war news we always hear from Afghanistan, and we see that so many international journalists, photographers went to Afghanistan to cover a part of the sad reality. But I went back to cover something different. But today, we are back in a stage that I'm sitting here and talking about what Taliban are doing with women of Afghanistan. So it is so sad. Even when I look at these pictures that they don't exist anymore now, it was just 2 years ago. It's not something far from the expectation. I mean, given the dark experience of people of Afghanistan from Taliban, we all knew that's what is waiting for women once the republic collapsed inside in Kabul. And we all left. So the thing is that whatever Taliban is doing today, it's the same strategy they did in 1996 as well. And I can say that it's even worse than ever because they become more smart. Taliban today have Twitter accounts. They are tweeting about everything. They are looking for recognition. They know the importance of PR. And some other countries are also giving them the platform for negotiating, for having recognitions. Mm-hmm. So they become worse and worse, and whatever they are doing with women of Afghanistan today, it's just like beyond words. I mean, there is no country, I think, in the world that women cannot go back to school, little girls cannot go back to school, or women cannot go back to work. And every single day you see that they are putting more crazy rules on women's life. And even they close their beauty salons. And in some provinces I heard that even women cannot get out of their home if there is nothing like out there is necessary to do. So I can say that under Taliban regime, absolutely there is no life for women of Afghanistan. You fled the first time your country to Iran. After you go back in 2018, you were professor at the university, art professor. You had boys and girls and women students. The majority were women. Yeah, I mean, I mentioned it like many times. So the thing is that as I studied in University of Tehran, and if you see the University of Kabul and University of Tehran, they both established in the same year. But when you see the rate of University of Tehran, of course, it's quite different with the University of Kabul. So I just wanted to transfer this knowledge that I just had it in Tehran University. But like a little bit hope were shaping, you know, like students were building something. I remember when I was at the art faculty, I mean, my students were full of energy, and even, as I told you, like the girls student, even more than boys students. And I just wanted to bring some different genres inside the photography department because they were always like focusing on documentary photographers and photojournalism, but they didn't know that much about art photography or stage photography. Or other genres of photography. So, but yeah, I mean, and today it's so sad that there's no art faculty anymore inside Kabul University. And yeah, Taliban closed the art faculty. We can see your beautiful photos on the screen. Really beautiful. You belongs to the Hazara ethnic. It's a very discriminate minorities, discriminated by the Taliban, by the Sunni radicals, and how can you explain this discrimination? Give you perhaps some details, some information about the Hazara community. So it's very complicated when we comes to this stage, and today that we are divided and we are separated from each other, and there is another collapse between people of Afghanistan, even abroad. So I really don't want to say something that's to have in a political approach or whatever, but I cannot also be silent about that. I mean, we have different ethnicities in Afghanistan. We have Pashtuns, we have Hazaras, we have Uzbek,
Tajik and Ghazilbash and different ethnicities. But the most discriminated one, of course, are Hazaras since 18. And when I look at the story of my grandparents, that why they left, because for a long time I was thinking that my grandparents left Afghanistan because they were not communists. But after a while, I understood that no, they left Afghanistan because of the displacement and because the Kuchi Pashtuns forced them to leave Daikundi in the north of Bamiyan. So it started from that time even. And so because of the religion beliefs and because of this ethnic cleaning and very systematic operation, I can say, this Hazara genocide always happened even since Abdurrahman Khan in Afghanistan. But even during the Republic, when I was in Kabul, I remember that the institutions and the Hazara areas were always targeted. I mean, so many explosions happened in west of Kabul. That was Barchi, that I used to go there for some assignments and photography, like missions. Like they targeted schools, they targeted the hospitals, the gyms, the institute, even the students who were like studying for concours in Kabul. But the most targeted part was the Hazara part. So we all knew that. I mean, it was always religious issues and always like when you look at it very deep, it was this like systematic operation to change the narrative, you know. They always called us minority. And to be honest, we don't have any majority and any minority in Afghanistan. Like even Pashtuns, Tajik, we all have like different persons in Afghanistan. But it was very systematic. I mean, even if you go to the National Museum of Kabul, you could see that all these statues of Buddhas of Bamiyan, that all these Buddhas, because Hazaras like went back before Islam, even we were all Buddhists. So you can see that they cut the heads of these statues to just eradicate and remove these almond eyes, and to show that, of course, Hazaras had a very deep roots in Afghanistan, because they believe that Hazaras came from the Mughal Empire, that they are like from the, I don't know, whatever Changiz did in Afghanistan, and we are not originally from Afghanistan. So the thing is that if you even look at the Babudas of Bamiyan, how they wanted to remove a big part of that. So it's a very, very crazy, deep story. But in general, it's ethnic cleaning, it's changing the narrative, and also telling that Hazaras don't belong to Afghanistan. And also in some other part, as I told you, like they're most of them Muslim Shias. So it's about these religion beliefs as well. And they have been victims of a terrorist attack from Daesh in May 2020. A maternity hospital run by MSF was target by Daesh, and with a lot of victims. And the current situation is worse with the Taliban regime? I mean, I can say that Hazaras are not like in that part that we can say that with Taliban everything changed. Like it's like for more 100 years that we always see this genocide and this discrimination, but of course after Taliban, I mean, of course after Taliban it became worse. Recently that I'm so happy that French government were so serious about that, and they just released Murtaza Behboudi, the Afghan French journalist who just like arrested by Taliban. And one of the most important reason that why they arrested, because he was Hazara, you know. And I'm in contact with so many of my students and my relatives in Kabul that they say when they see like your eyes that it's almonai, when they see that you speak Persian, like they become like they all behavior change. So the thing is that after Taliban, of course, it became more worse, and they started again this displacement in some Hazara areas as well. So it became worse and worse as well. And now you're living in France. You left your country in 2021 when the Taliban arrived. You were at the airport and you leave the country. And you're working in France for women's rights, for the rights of minorities,
the other minorities. What are the steps you are taking? What exactly are you doing to improve the situation? So the thing is that, first of all, Monsieur French Ambassador is here, and it's so like it's special for me. Because moreover, I want to really thank France to not just saving my life, also saving my voice as well. And it was also a very crazy story that you can also read it on Guardian, and also I talked about it in France 24, that even this story that how I left to France because I was in the American line and I was supposed to go to US, but I didn't want to go to US, and how at the end when I was like shouting to different troops to get me out of France, out of military side of the airport, just the last 3 French troops, when I say France, artist, they came back to me and they say that, who called artist? And I was like, it's me, and they took me to the shelter. And France also evacuated most of the artists and journalists, and the community that in a war zone nobody care. But also, French ambassador also worked a lot inside the military side of the airport to help artists. But Paris welcomed me in a very artistic way, I can say, and I can be more artist than ever. But also through my platform as a woman artist from Afghanistan, I just don't want to lose any opportunity and miss any platform to just keep talking about how is the situation for women inside Afghanistan, and just working on the pictures, working on the stories. The same thing that after this project I worked on, it was my last 5 photos that how I left Afghanistan, to capture the life of 5 women artists who are in exile in France now. And it was so sad to see their stories, and the photos are not more colored forever. But I mean, I have enough now, the inspiration to work on my artistic job and artistic career, but it's exile. Thank you, thank you. On va passer maintenant la parole au professeur Levrat, directeur et rapporteur, directeur du Global Studies Institute et rapporteur spécial de l'ONU sur les questions relatives aux minorités nationales. Et puis tout à l'heure, nous allons quitter ce plateau et tout à l'heure, nous aurons l'occasion, Fatima, de dialoguer avec le professeur Levrat. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce beau témoignage et ce début de dialogue que je me réjouis de poursuivre. Excellences, Monsieur le recteur, Madame la directrice, je ne la vois plus. Merci. Chers collègues, chers étudiants, nous avons choisi cette année pour thème de la Semaine des droits humains, l'universalité, puisqu'effectivement, cela a été dit, nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et plusieurs orateurs l'ont dit avant moi, l'application, la mise en œuvre de ces droits humains n'est pas satisfaisante. Les situations dramatiques sont nombreuses, et tant les États que la communauté internationale, composée des États, peinent à trouver des mécanismes, des solutions pour effectivement garantir la jouissance de ces droits fondamentaux qui devraient être universels. Il se trouve que, depuis le 1er novembre de cette année, j'ai la responsabilité, le privilège d'avoir été élu par le Conseil des droits humains, des droits de l'homme, son nom officiel, à cette charge de rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités. Et
je porte cette nouvelle casquette depuis quelques semaines, pas assez longtemps pour vous faire un témoignage de praticien, tout en conservant, et ça me paraît important, ma casquette académique. Les académiques, les universitaires, ont aussi un rôle en tant qu'universitaires à jouer dans la société internationale, et je compte utiliser les deux registres, à la fois le registre de la fonction, qui m'a été confié dans le cadre des mécanismes onusiens de protection des droits fondamentaux, mais aussi cette casquette académique qui, notamment, nous donne la liberté académique qui, comme d'autres libertés, ne s'use que quand l'on ne s'en sert pas. Donc, ce soir, j'aimerais aborder une question qui, comme vous l'avez dit, Excellence, est problématique. Comment articuler cet universalisme de la protection des droits fondamentaux et une reconnaissance nécessaire de la diversité? Ou, en d'autres termes, y a-t-il dans un système fondé sur une protection universelle des droits humains une place pour une reconnaissance de droits spécifiques à des groupes minoritaires ou plutôt à des personnes appartenant à des groupes minoritaires? Alors évidemment, en tout cas je l'espère, j'espère que vous l'espérez aussi, que l'on puisse articuler, concilier ces deux impératifs, ces deux exigences, mais on va voir que cela n'est pas très simple. Pas très simple pour des raisons philosophiques probablement, mais aussi pour des raisons structurelles. Donc, comme je l'ai dit, nous célébrons dans quelques jours maintenant, moins de 30 jours, l'avènement, l'adoption d'un texte fondamental de la société internationale, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et effectivement, l'Assemblée générale des Nations unies, à l'époque qui se réunissait au Palais de Chaillot, à Paris, adopte ce texte et tout le monde connaît, ou presque, l'article 1er de cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit, je cite, parce que ces textes, même si on les connaît, il faut inlassablement les répéter, les marteler. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et puis tout de suite, il y a le deuxième article qui dit, et je lis encore, « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » Donc on voit, notamment avec cette phraséologie sans distinction, qu'on a une idée qui semble avoir derrière l'universel l'idée que tout le monde doit être traité de la même façon. Et pour ce qui concerne les minorités, et ça c'est un élément moins connu, cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a une troisième partie, c'est un peu compliqué, je ne rentre pas dans la technicité, mais qui s'intitule « Sort des minorités ». Donc dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou plutôt dans la résolution 217 qui contient la déclaration, il y a quelques phrases sur les minorités. Mais quelques phrases qui ne vont pas s'en poser question, puisque, je cite encore, « L'Assemblée générale, considérant que les Nations unies ne peuvent pas demeurer indifférentes au sort des minorités, considérant qu'il est difficile d'adopter une solution uniforme de cette question complexe et délicate qui revêt des aspects particuliers dans chaque État où elle se pose, considérant le caractère universel de la Déclaration des droits de l'homme, décide de ne pas traiter par une disposition spécifique dans le corps de cette déclaration la question des minorités. » Donc effectivement, en décembre 1948, on peut avoir l'impression que cette idée de diversité
même si elle n'est pas exclue, n'est en tout cas pas promue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être qu'un peu d'histoire, alors désolé, j'ai encore passablement ma casquette professorale, un peu d'histoire nous ferait du bien. Il faut savoir que la protection internationale des droits de l'homme n'est pas si ancienne que ça. Elle remonte, en fait, à cette déclaration universelle. Alors, il y a déjà une disposition dans la charte, mais ça va se matérialiser assez progressivement par la déclaration, qui n'est pas un texte juridiquement contraignant, mais qui aujourd'hui est, on l'espère, devenu du droit coutumier, puis, passablement plus tard, en 1966, 2 pactes internationaux relatifs aux droits humains. Mais la protection des minorités, elle, la protection internationale des minorités, est plus ancienne que la protection universelle des droits de l'homme. Pourquoi ? Parce que la protection des droits de l'homme, elle, est plus ancienne que la protection des minorités, mais c'est faite dans un cadre national, voire même infranational, puisque les premières dispositions qui expressément protègent les droits fondamentaux sont à trouver dans les constitutions des provinces des États-Unis, peu après leur indépendance. Et puis, dans la même décennie, on va avoir, d'ailleurs la même année, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est d'ailleurs intéressant, cette distinction entre droits de l'homme, droits humains, dirait-on aujourd'hui, et droits du citoyen. On voit bien qu'il y a une dimension universelle, ce n'est pas seulement les droits des citoyens français, c'est tous les humains, mais aussi les citoyens, il y a ces 2 niveaux. Et puis, aux États-Unis d'Amérique, dans la nouvelle Constitution qui vient d'entrer en vigueur, on rajoute 10 amendements, les 10 premiers amendements, qui sont un catalogue de droits fondamentaux. C'est d'ailleurs intéressant, dans la négociation de la Constitution, on n'a pas inclus les droits fondamentaux, on était sur des questions institutionnelles, on ne s'est pas intéressé à cela. Et donc, la protection des droits fondamentaux, c'était une affaire nationale, à l'intérieur des États. Et on va voir que c'est en partie pour ça qu'on a des problèmes structurels avec la mise en œuvre de cette déclaration universelle. Par contre, depuis un certain temps, existait une protection des étrangers. Au sein des États, on considérait que les pouvoirs en place avaient la responsabilité et remplissaient la responsabilité de protéger les droits fondamentaux de leurs citoyens. Alors pas depuis toujours, mais grosso modo, depuis la fin du XVIIIe, justement, cette révolution libérale qui se passe pratiquement simultanément aux États-Unis d'Amérique et en France. Ça a été plus progressif au Royaume-Uni, il y a eu d'autres trajectoires, mais on a vraiment ce moment assez fort. Et la protection des étrangers, c'était l'idée qu'effectivement, quand un ressortissant d'un État se trouve à l'étranger, si ses droits personnels, fondamentaux, sont atteints par le comportement des pouvoirs à l'étranger, du gouvernement étranger, alors son État national peut agir pour le protéger. C'est la protection diplomatique. Cette institution, qui est ancienne, a donné naissance, paradoxalement, aux droits des minorités. Pourquoi ? Parce qu'entre, grosso modo, 1914 et 1923, on va voir se matérialiser ce qu'on appelle le droit des peuples. Non pas par des textes juridiques, à l'époque c'était seulement des principes, et notamment des principes qui étaient portés par le président des États-Unis d'Amérique d'alors, le président Wilson, que nous connaissons bien à Genève, puisque c'est en partie à lui que nous devons le statut de ville internationale, qui est celui de Genève. Et donc, l'idée défendue par Wilson, c'est que chaque peuple devait avoir le droit à son État, notamment en Europe. La Première Guerre mondiale, on a des empires qui sont encore très présents sur le territoire européen, qui vont perdre la guerre et qui vont être démantelés au profit d'États nationaux, d'États où c'est un peuple qui est le soubassement, la légitimation du pouvoir. Et, problème, les peuples que l'on peut identifier par des caractéristiques objectives, ce n'est pas obligatoire, mais on peut, j'y reviendrai sur le pas obligatoire, ces peuples
qui par exemple parlent la même langue, partagent la même religion, ne sont pas répartis de manière tout à fait compacte sur le territoire européen. Ils ont un peu bougé dans l'histoire, et donc, pour faire des États qui ressemblent à quelque chose, qui notamment sont défendables militairement, on fixe des frontières à ces États, et il y a une partie de la population qui partage les caractéristiques du peuple d'un État qui se retrouve dans un autre État. Et c'est pour éviter que cet État national intervienne pour protéger ces nationaux qui sont à l'étranger, que l'on va inventer un régime multilatéral international de protection des minorités. Donc en fait, la protection des minorités, ce n'était pas tellement dans la logique des droits fondamentaux, des droits de l'homme, mais c'était dans une logique de stabilité territoriale. On voulait éviter que l'État voisin intervienne sur le territoire d'un autre État pour protéger ses nationaux. Et donc, en contrepartie de ce droit des minorités, les personnes qui ne partageaient pas les caractéristiques de la majorité de la population dans l'État où elles étaient devaient accepter la citoyenneté de cet État, mais avec un régime spécial international de protection de leur statut de minorité. Ça, c'était avant 1945. 1945, on sort de la Deuxième Guerre mondiale avec d'abord un constat tragique. Certains types de gouvernements ne protègent pas les droits les plus fondamentaux de leurs propres ressortissants. D'où la nécessité d'envisager un régime international de protection des droits fondamentaux. Deuxièmement, le droit des minorités qui avait existé après la Première Guerre mondiale jusqu'à ce qu'il s'effondre n'a pas du tout fonctionné. On se rappelle que c'est notamment un des arguments invoqués par le pouvoir hitlérien pour intervenir dans des États voisins, aller protéger des communautés allemandes. Par contre, chose intéressante, le droit des peuples, lui, rentre dans le droit international, est codifié par la Charte et en fait est au fondement de la Charte. C'est l'article 1, paragraphe 2 qui reconnaît le droit égal de chaque peuple à s'autodéterminer. Et cette autodétermination, elle est reprise dans les deux pactes relatifs aux droits humains, le pacte relatif aux droits civils et politiques et le pacte relatif aux droits socio-économiques et culturels de 1966, comme article premier des deux pactes. C'est le seul article qui est le même dans les deux pactes et qui constitue une partie séparée du reste. Et dans un commentaire général du pacte sur les droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme a dit, en fait, la réalisation de ce droit des peuples à l'autodétermination, c'est la précondition pour pouvoir garantir les droits fondamentaux. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, c'est dans les États et par les États que les droits sont garantis, même si les États sont tenus par les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ces deux pactes de 1966, pour autant, évidemment, qu'il les ait ratifiés et signés. Donc, en fait, dans cette société internationale, on a un système qui se met en place où on a une garantie universelle des droits de l'homme, mais en même temps, on reconnaît la diversité des organisations politiques par ce droit des peuples à l'autodétermination. Il y en a qui se sont déjà autodéterminés, qui ont déjà leur État, et d'autres qui ont le droit de le faire. Et donc, ça garantit une diversité au niveau international. Le droit à l'autodétermination, c'est précisément le droit de choisir la manière dont on veut s'organiser en communauté. Cette communauté qui est fondée autour d'un peuple, et c'est là où ça devient intéressant et compliqué, ce peuple, si c'est le peuple d'un État, doit devenir une nation. Cet argument de la diversité est un argument intéressant, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, un des buts de la société internationale, ce n'est pas tellement de faire respecter le droit international, fût-il les droits de l'homme ou les droits humains, mais c'est de garantir l'existence en paix, quoi de plus important. Et un des grands penseurs de la paix, même s'il a écrit cela dans un opuscule pas très épais, c'est Immanuel Kant. Et Immanuel Kant a réfléchi à la question et s'est prononcé très clairement contre l'idée d'un État mondial, en disant c'est trop dangereux.
Parce que le pouvoir, s'il n'y a plus qu'un seul pouvoir, il peut dériver vers un pouvoir autoritaire, totalitaire, et il n'y aura plus de contre-pouvoir. Donc il faut garder une diversité dans l'organisation des sociétés, et donc la diversité, aujourd'hui, est garantie par la diversité des États, mais parfois, hélas, au détriment des droits fondamentaux. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que cette idée de nation, qui est là aussi une idée libérale, est une idée extrêmement moderne, extrêmement forte, extrêmement émancipatrice. L'idée de la nation va permettre précisément de considérer qu'il existe des peuples, c'est-à-dire des personnes qui se reconnaissent comme appartenant à la même communauté politique et qui n'y sont pas par assignation historique. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, et le territoire du canton de Genève en est un exemple, c'est les souverains qui distribuaient, s'échangeaient les territoires et que le sort des populations suivait le sort des territoires, y compris le cas échéant pour la religion, à moins qu'on protège la religion, etc. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, dans le droit positif genevois, dans les tout premiers textes, on a encore le texte de la cession des territoires des communes réunies à l'État de Genève et des conditions de protection des minorités qui ne sont pas respectées aujourd'hui, mais enfin qui figuraient dans ce texte. Donc, avec cette idée de nation extrêmement émancipatrice, on émancipe les individus de leur appartenance à un groupe. Et c'est là qu'on a un problème. Encore une fois, c'est une idée moderne et qui a permis les avancées que l'on connaît et l'émergence des droits humains, des droits fondamentaux. Et on n'appartient plus à la bourgeoisie, à la noblesse, au tiers-État, on appartient à cette communauté des citoyens qui a émancipé, encore une fois, les individus des groupes intermédiaires. Et donc, derrière cette idée de peuple qui devient nation lorsqu'il a son État, et c'est la responsabilité de l'État de maintenir la nation, se pose la question, est-ce que la nation doit être homogène ou est-ce que dans l'identité nationale, on peut avoir cette diversité? Et c'est là qu'on arrive sur la difficulté de l'argument et qui se pose de manière très concrète. On sait que, par exemple, il y a des groupes minoritaires qui veulent maintenir leur identité en tant que groupe minoritaire, leurs traditions, leurs pratiques, qui sont des pratiques, par exemple, extrêmement discriminatoires entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on doit accepter, au nom de la protection de la diversité, de maintenir ces pratiques, ou est-ce qu'on doit faire primer les droits fondamentaux de chaque personne, y compris évidemment des femmes, et les aider à s'émanciper du groupe au risque de perdre cette diversité? Donc l'articulation, elle est extrêmement complexe. Et pour ma part, je pense que l'idée qu'avançait Kant par rapport à un État mondial devrait aussi s'appliquer à l'intérieur des États. Et que dans l'identité nationale, on peut imaginer des identités plurielles. On doit même le faire. Et la question qui se pose par rapport à ces minorités, c'est précisément est-ce qu'elles peuvent contribuer à l'identité nationale sans être identiques à la majorité? On a un problème ici entre identité et identique. On voit bien que identique, ce n'est pas la même chose que divers ou pluriel. Mais je pense que l'identité nationale n'a pas besoin d'être fondée sur des caractéristiques ou une volonté tout à fait identique. Et que l'on peut imaginer, soit par des arrangements institutionnels, soit par des reconnaissances, pas forcément juridiques, de cette diversité, des nations plurielles. Et je vais vous dire une chose, et c'est un discours que je vais tenir ces prochaines années en tant que rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités dans le cadre des Nations Unies, je suis membre d'une minorité linguistique. Ici en Suisse, les francophones, nous sommes une minorité. Mais pas une minorité malheureuse, une minorité qui est très bien traitée. J'ai vécu, par exemple, en Belgique,
où le rapport de population entre les flamands et les francophones est beaucoup plus serré, beaucoup plus équilibré qu'en Suisse, hein, où on est vraiment très minorisé. Et la raison pour laquelle, j'ai fini dans 3 minutes, la raison pour laquelle je pense nous sommes particulièrement bien traités, ou en tout cas on nous laisse faire ce que nous voulons, exprimer nos priorités en tant que groupe minoritaire, c'est parce que dans l'identité de la majorité des Suisses, c'est-à-dire les germanophones, nos cousins germains, si j'ose dire, ou nos concitoyens germains, il y a un élément très important de leur identité. Ils sont germanophones, mais pas allemands. C'est vraiment partie de l'identité suisse, et notamment de la majorité. Et donc, un des éléments de leur non-allemanditude, si je puis dire, excusez le néologisme, c'est précisément de vivre dans un pays qu'ils partagent avec des latins, qu'ils soient italophones ou germanophones. Et donc, nous, minorité linguistique en Suisse, faisons partie de l'identité de la majorité suisse. Et donc, évidemment, à ce titre-là, ce n'est pas seulement nos droits qui défendent, mais c'est cette conception d'une nation plurielle qu'est la Suisse. Peu de gens s'en rappellent. Il y a quelques années, nous avons eu un conflit avec la Libye et le guide suprême de ce pays, à l'époque, un certain monsieur Kadhafi, avait essayé de faire passer une résolution à l'ONU pour démanteler la Suisse, en disant « ce n'est pas un pays, hein, ils parlent la langue des Français pour une partie, la langue des Allemands pour une partie, la langue des Italiens pour une autre partie, donc pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une partie aux Italiens, etc. » Et évidemment, si dans la diversité, on se fonde uniquement sur des critères objectifs, comme par exemple la langue ou la religion, non seulement on va assigner les individus à des groupes, et je rappelle que, notamment en Europe, il y a une convention cadre sur la protection des minorités nationales, dont l'article 3 dit très clairement que chaque personne a le droit de choisir d'appartenir ou de ne pas appartenir à une minorité nationale. Donc on n'est pas enfermé dans ce groupe minoritaire. Mais la société dans son ensemble, je le crois, gagne à reconnaître en son sein la diversité, gagne en termes de sécurité, c'est l'argument kantien, gagne probablement en termes de créativité, et Dieu sait si nous allons avoir besoin de créativité face aux enjeux qui attendent l'espèce humaine, gagne en termes de résilience. Et donc, c'est pour ça qu'on peut, tout en promouvant une dimension universelle aux droits fondamentaux et la possibilité pour chacun de les revendiquer pour lui-même ou pour elle-même, qu'il fasse partie de la majorité d'un groupe minoritaire, mais en même temps de reconnaître que ces constructions que sont les États, pourquoi je fais le lien entre État, nation et peuple, ben c'est la Charte des Nations Unies, hein, qui dit « nous, les peuples des Nations Unies », et après, vous regardez dans la Charte, c'est les États qui représentent les peuples. Hein. Donc, il y a un mélange constant entre peuple, nation et État. Et donc, dans ce système-là, il faut qu'à l'intérieur des États, la diversité, la pluralité soient promues comme une richesse. Mais évidemment, ça ne doit pas l'être au détriment des droits individuels qui, eux, doivent être garantis par des États, mais des États complexes, des États pluriels. Alors voilà, c'est pour ça que, je m'excuse, hein, c'est un peu théorique, ce n'est pas un témoignage en tant que minorité, même si, vous l'avez compris, oui, nous sommes, les francophones suisses, une minorité qui vit bien ce statut. Alors, ce n'est pas des solutions pratiques, ce n'est pas parce qu'on accroît la diversité que le respect des droits fondamentaux va s'améliorer, mais si on fait une étude empirique, on verra que dans les États qui n'ont pas de diversité, la situation des droits fondamentaux est bien plus précaire, voire même bien plus dramatique que dans ceux qui en ont. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre discours, Monsieur Levrat.
Vous prenez votre fonction vous avez votre fonction depuis le 1er novembre, un rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit aux minorités, position prestigieuse et que vous prenez dans une période particulièrement dramatique pour les minorités. On a cité plusieurs exemples durant cet événement d'ouverture. On a cité les Ouïghours, on a cité les Arméniens du Haut-Karabakh, on a cité les Soudanais. On peut peut-être aussi citer même la minorité arabe en Israël. Avant que notre invitée, Madame Hosseini, vous interpelle, peut-être sur la situation des Hazaras, je vous ai demandé en préparant cette discussion, mais dans la machine onusienne un peu complexe, lourde et immense, que fait un rapporteur des Nations Unies sur les droits des minorités? Quelle sera votre fonction et votre travail, si vous me permettez cette première question, pour qu'on puisse juger de l'importance de votre fonction? Merci de la question. Et c'est effectivement une question intéressante parce que ces rapporteurs spéciaux, nous sommes une cinquantaine à avoir ce type de mandat, quelques-uns pour des pays. Il y a d'ailleurs un rapporteur spécial sur la situation des droits humains en Afghanistan. Et la plupart des thèmes. Et effectivement, alors, de manière intéressante, ce n'est pas le droit des minorités, c'est les questions relatives aux minorités. En anglais, minority issues, donc c'est très très large. Ce n'est pas forcément que juridique. Ces rapporteurs spéciaux, alors ils ont une fonction formelle, onusienne, et les États, membres de l'ONU, prennent au sérieux ce rôle des rapporteurs spéciaux. J'ai déjà rendu plusieurs visites à des représentations permanentes qui immédiatement m'ouvrent leurs portes, soit pour m'assurer de leur soutien dans mon mandat, parce qu'ils défendent la cause et ils veulent promouvoir la cause des minorités, soit pour me faire part de leur souhait que je ne sois pas trop intrusif par rapport à certains groupes minoritaires sous leur juridiction. On imagine que vous avez déjà pu avoir quelques visites et coups de téléphone de certains grands pays qui pourraient être intéressés à ce que vous ne soyez pas trop curieux. Vous m'avez dit que vous allez devoir produire des rapports, plusieurs rapports, 2, 3... Au moins 2 par an, plus faire des visites dans les pays pour aller investiguer sur place. Mais je pense qu'il est intéressant dans cette position, c'est qu'on est à un point qui... Alors, il est probablement pas tout à fait équidistant, mais qui doit se trouver à une distance mesurée et raisonnable, à la fois des activistes, évidemment, de tous ceux qui représentent les droits, les revendications des groupes minoritaires, qui dénoncent des violations, et hélas, il y en a beaucoup, des États, parce que, comme je l'ai expliqué, j'espère que c'était clair, c'est les États qui sont responsables de mettre en œuvre les droits, même les droits énoncés au niveau international, et puis aussi toute la machine onusienne, qui, malgré tous ses défauts, et elle en a, est une formidable machine à entretenir un dialogue entre les différents intérêts, à essayer, même si on le voit, il y a des nombreux cas où cela explose, où la machine ne fonctionne pas suffisamment bien, mais on n'ose pas imaginer ce que ça serait sans cette machine. Et donc, le rapporteur spécial, il est un peu à un point entre ces 3 intérêts, et il doit veiller à ne pas être trop proche ni des uns ni des autres. C'est difficile. Je vais passer tout à l'heure aussi, bien sûr, la parole à Madame Fatima Hosseini, à vous-même dans la salle. Vous avez peut-être déjà aujourd'hui, bien que Monsieur Levrat prenne ses fonctions, des questions précises à lui poser. Peut-être juste avant de passer la parole à Fatima, est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui de minorité dans le monde qui vous préoccupe particulièrement? Je vous ai posé la question en préparant, est-ce que vous avez déjà prévu dans quel pays vous allez vous rendre? Et vous m'avez dit non, laissez-moi entrer en fonction déjà. Mais est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui, peut-être dictées par l'actualité, qui vous préoccupent particulièrement? Oui, bien sûr. Avec des
magnitudes différentes dans l'atteinte au droit, puisque malheureusement, dans certains cas, ça va jusqu'à l'atteinte à la vie. Mais il y a des situations très préoccupantes. Alors, vous avez mentionné la situation des Arméniens, par exemple, en Azerbaïdjan. C'est évident, c'est un problème. On connaît un certain nombre de problèmes avec la Chine, c'est évident. On sait qu'en Inde, actuellement, la situation des minorités est très problématique. Mais il y a beaucoup d'autres pays, en Afrique, Soudan. Par exemple, dans lesquels il y a des situations problématiques. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas l'ONU ou moi qui décide d'aller visiter un pays. Le but, c'est d'essayer de faire évoluer les situations, et donc il faut négocier avec les gouvernements. Et le but, c'est pas d'aller dénoncer. Pour ça, c'est le rôle des ONG, c'est le rôle des activistes, et on en a besoin. Mais c'est d'essayer de trouver des solutions constructives. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire, il faut que non seulement je prenne mes fonctions, mais que je négocie avec certains gouvernements. Alors il y a des gouvernements qui sont très friendly, si j'ose dire, et qui aimeraient bien me voir venir. Mais c'est peut-être pas là où c'est le plus utile que je me rende. Donc laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. We are continuing in English. We've just been talking about the Hazara situation, very discriminated minority that deserves to be protected. It's often a religious issue, as you said, Fatima Hosseini. You have perhaps a question to raise to Professor Levrat, to the new rapporteur, United Nations rapporteur. Actually, my question is that, I mean, of course, maybe you heard a lot about the recognition of this Hazara genocide for years and years, and especially like the Afghan diaspora, like a very active one in UK and Australia, just even take it to the Human Rights Convention, I think, and then they asked like for years and years to just give recognitions to this genocide. But the thing is that there's no even so many clear stories that I know that there are so many things happening in this world, but yeah, just wanted to ask Monsieur that like for, as you remember, for how many years you just see this I mean, I just want to know that what is the answer of the international community, and in another case, how you see that Afghan Hazaras' effort to give it and to fight for this recognition. To a large extent, the international community as such does not really exist. By this, I mean there is no authority at the international level who can, for example, qualify and say, yes, there was a genocide from this year to that year in this territory and so on. As you said, it's in some countries that advocacy may help these countries in their own domestic authorities to recognize, but it's the liberty of each country to decide to recognize, not to recognize. And naturally, there are the facts and there are the narratives, the representation. And very important is the qualification. And as I say, unfortunately, there is very few. There are a few, for example, the International Court of Justice, but the conditions for a case to go to the International Court of Justice are very limitative. But yes, the International Court of Justice can be authoritative. The Security Council can qualify a situation, but the current situation, but we know the difficulty of functioning of the Security Council. So it's, again, structurally, it's mostly states that have to be worked on and with. And together, yes, they form the international community. But we don't, unfortunately, have any authority at the international level which could, again, there are a very few
and with very limited capacity to act. Also the ICC and so on, but again, the conditions are very limitative. So mostly it's a community held by states, and it is with the states that we have to work. I know it's disappointing, but... As an activist, what are you waiting for from the international bodies? What we are waiting? Yeah. I mean, the thing is that, as I told you, like it's not just 1, 2, or 3 years that it's happening. It's for 100 years that this Hazara genocide are happening, and there is no really international protection for them. So that's why like there are so many groups, and now, as I told you, like the Afghan Hazaras in diaspora are working a lot on that to just ask for more recognitions. I mean, the thing is that I see there are some international protections as well. And in France, I also like so many organizations that they specifically work on the protection of Hazara local journalists, or like so many other cases. But yeah, I mean, whatever is that just like a protection and also a recognition of this genocide to stop it. Professor Levrat, is there not a certain impotence, powerlessness of the on the part of international bodies? These texts, this international text that protects minorities, are no longer recognized, followed, even recognized by a lot of countries in the world. You quote China, Afghanistan, many countries. What can we do to protect minorities when the country are not recognizing the universality of the text? Well, again, one of the shortcomings and difficulty of international law and international community is the discrepancy between the content of the text and the capacity to implement them. And again, currently, it's for the state to implement international commitment. And so to be an international lawyer, which I am, you need to be a utopist, an optimist. We're always fighting, for example, this Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter, maybe one of the most important in the international legal order, which forbids the use of force from a state against another one. Well, we have cases, very blatant violation of this principle. This is not a reason for us, international lawyer, to say, well, okay, it doesn't work. Let's drop it. We are trying to find ways to first keep the value of the concept of the text, even though they are violated, and second, to improve implementation. Now, this is why I think, even though I'm a lawyer by training, the approach on minority issues will be more fruitful than only minority rights. Yes, rights are important, and we need to work on developing and securing rights, but the real essential element is the situation of the people. And so we have to be creative. Professor Levrat, if you permit a political consideration, if this notion of universality is decried, it's perhaps because of the West have very often a kind of selective indignation, and this international declaration or texts are not recognized or very often seen as an instrument of of Western domination. Isn't it like that? Yes, there are two reasons. First, for example, if we take 1948, when the Universal Declaration of Human Rights is adopted, the states composing the international community are not so numerous.
and most of the 50, territories 53. of Asia and Africa are colonies. So yes, the main part of international law, including human rights law, was mostly, not only, but mostly done by European states or, well, let's say US and Canada are former European colonies, but also Latin America, where actually when they became independent state, it was for the benefit of the colons. They emancipated themselves from the political power at home, but it was not for the local population, not for the autochthons. So that's the first reason. And second, yes, probably each country and group of country pursue and defend its own interest. We had developed in the early 2000s this very interesting and potentially powerful concept of the right to protect. The idea was that even though states are sovereign, parts of, let's say, the general architecture recognizing the sovereignty is that they sufficiently protect human rights on their territory. And if they totally fail protecting human rights, then they are not legitimate to keep this sovereignty, and the international community should have the right to intervene. This is an intellectual construct, but it was an attempt really to go much farther. Unfortunately, in one occasion, in 2011 or 12, I'm not absolutely sure of the year, the Security Council authorized some countries to intervene to, let's say, prevent a disastrous human rights situation, which was in Libya. Mm-hmm. With one condition: you do not use this authorization to do regime change. What happened? Regime change. And this is why, for example, in Syria or in Afghanistan, we have terrible situation about human rights, but those non-Western countries say, oh, on Libya, you give your word that you would not go for regime change, you did it, so now it's over. Responsibility to protect, it's just a tool for Western states to intervene in domestic affairs. What can I say? Nobody's right. And unfortunately, Yes, yeah, sorry, people but I suffer. just put a comment on your talks because honestly, like with the collapse in Afghanistan, I didn't lose geography, but I lost all my beliefs because, I mean, my question is that how it's possible that after 20 years of American investments and international community investment in Afghanistan, we're back to the stage that little girls cannot go back to school. And because I worked a lot with United Nations, and like the last time I was here in the headquarters of United Nations for just a round table of how we can help women inside Afghanistan. So, but this is so heartbreaking that you say yes, whether what we can do is that, honestly, like what is the answer of the human rights commissions or all these organizations who work on human rights that the international community and of course American spend $millions and millions in Afghanistan to empower women in the past 20 years. But what really happened to them? And even now we come to the stage that the United Nations organization even cannot work in Afghanistan. And you saw that the news that Taliban are closing the organization. And I mean, I just have enough in my plate to talk about in Afghanistan and in Iran, but also like the other questions that are happening about the children in Gaza. So, I mean, yeah, but like there are many questions in my plate that I really want to ask about whatever, but this comes because we are in the weeks of Human Rights Commission, and just right before here I was in the weeks of human rights in Catalonia, in Barcelona. So we were also like in so much crazy debates about that really I really want to know about this answer that where is human rights
defenders in the case of women in Afghanistan? Well, I think human rights defenders are doing or trying to do the job. The problem, again, is this international community, and then it's a matter of, let's say, weighting of priorities for states. And unfortunately, the promotion of human rights abroad is because, again, except for Afghans, human rights in Afghanistan is an issue which is taking place abroad for other states, and I'm afraid it's not on top of their priority. It's very cynical, but this is what's happening. Comme vous le dites, il faut être utopiste et il faut y croire. J'aimerais quand même, avant de conclure cette conversation, vous donner l'occasion de poser des questions, soit à Fatima Hosseini sur la situation des femmes afghanes, de la minorité Hazara, très discriminée et depuis toujours en Afghanistan, et évidemment au professeur Levra, de nouveau rapporteur des Nations Unies sur les questions liées aux minorités, sur sa fonction et les pouvoirs qu'il va pouvoir exercer. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Un étudiant? Oui, monsieur. Je vous demanderai peut-être juste de vous présenter, des micros vont circuler, et de poser votre question. Voilà, un micro arrive. Merci madame, je m'appelle Asni Abidi, je suis de l'Université de Genève. J'adresse ma question au professeur Nicolas Levra sur l'exemple qui est à mon avis un exemple intéressant, c'est celui de la résolution sur la Libye, qui a un lien important, la des résolutions 1973, qui a été votée en mars 2011. La résolution est claire et elle n'est pas claire. Elle parle donc de prendre toutes les mesures nécessaires de la part des États et des arrangements régionaux, donc alliés aux organisations, sous ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, pour respecter, pour assurer la protection des civils. La suite, donc, elle est connue, c'est donc le changement de régime. Ce qui est intéressant, c'est après, les Russes nous disaient que nous, on a voté cette résolution parce qu'il ne s'agissait pas de changement de régime, et qu'aujourd'hui, nous n'allons pas voter une résolution sur la Syrie et sur d'autres pays, parce que finalement, les autres pays, finalement, nous ont trahis en quelque sorte dans l'esprit de cette résolution. Nous avons voté une résolution pour la protection de la population et on se retrouve avec une coalition occidentale qui change un régime avec les résultats que vous connaissez, c'est-à-dire les résultats en Libye. Ma question, justement, c'est comment peut-on faire, justement, en tant que juriste, pour avoir cette distinction dans la lecture de texte et dans l'application, ou disons la flexibilité que prend les États dans l'interprétation d'une résolution qui a fait tout de même l'unanimité du Conseil de sécurité. Merci. Eh bien déjà, pour arriver à une décision unanime au Conseil de sécurité, comme tu l'as dit, le texte n'est pas dénué d'ambiguïté. On se met d'accord sur un plus grand commun dénominateur qui n'est pas très grand. Et donc, on laisse à chacun la possibilité de dire « j'ai accepté ceci, mais pas cela », et l'autre de dire « j'ai accepté cela, mais pas ceci ». C'est malheureusement le jeu de la diplomatie. Après, pour la mise en œuvre, au départ, il y avait une bonne idée dans l'ONU. On était supposé avoir des troupes de l'ONU, pas des contingents de casques bleus, etc., avec un commandement militaire de l'ONU, etc. Et peut-être que s'il y avait une véritable force d'intervention internationale, et non pas des coalitions d'États, on aurait une situation différente. Mais la question de l'intervention humanitaire, elle est très ancienne, et les abus derrière cette idée de l'intervention humanitaire, donc des stratégies géopolitiques de certains États, sont malheureusement nombreux. Donc, encore une fois, cette résolution, elle ouvrait une porte, c'était d'ailleurs un peu inattendu. Nous, les internationalistes, on était très contents, mais malheureusement, la pratique juste derrière a été décevante et a confirmé les soupçons
ou en tout cas a permis à ceux qui voulaient avoir les soupçons de dire, vous voyez, on avait raison d'avoir des soupçons. C'est très dommage, mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Une certaine défiance d'une manière générale vis-à-vis des institutions internationales, notamment de la part de ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud global, et qui ne reconnaissent plus vraiment et qui sont peut-être aussi le symptôme. Je ne sais pas si d'autres questions dans la salle concernant, restons sur les minorités actuelles et ce que peut faire un rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités. Je ne vois pas très bien. Il n'y a pas d'autres questions? Voilà, monsieur. Un micro va vous être apporté. Si vous pouvez vous présenter et poser votre question. Merci. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis étudiant à Åbo Academy en Finlande. And I'd like to ask maybe in English so you can both answer. I'm wondering how, just as a simple citizen, we can best support each minority, because it can feel overwhelming to just be like following one disaster after another and like supporting Gaza for a while and then supporting Afghan women for a while, and it's hard to, so we do not have the time and energy and knowledge to support all of these issues. And what would be the best way, if you have any idea on how to be the most effective just as a simple person? Thank you. Your question to Fatima Hosseini. So thank you for the question. Actually, the thing is that, I mean, of course, in a very international and big platforms, and the people who are the decision makers, and also they have the platform to help more, it's completely another scenario. But for the, as you said, the typical citizens, I think it depends. I mean, I'm telling it in my capacity as an artist. So the thing is that I just give you an example. The vest that I have today is just recreation of a very, very old Hazara fashion sense. That's an organization that is Swedish in Sweden, just help some of the Hazara Afghan women in Stockholm to just recreate some of the handicrafts that they used to have it in Hazara areas, and now they're providing some facilities for them to recreate it. So, and they're just like have some deliveries, online shops that also present these beauties of the especially Hazara ethnicity in Afghanistan. So, I mean, it's just one thing. But in another case, I mean, today I see that so many European organizations are also like organizing some like online classes for especially women who got stuck in Afghanistan to in each capacity and in any major they are working and any profession, they're just having some workshops, some artist talks or some different things for women inside Afghanistan. And also like there, as you see, so many donations, and we saw for the children of Gaza. So, I mean, there are many, many ways to say, but I'll just give you an example that see that, yeah, we are all humans, and it's an amazing question that you ask for the, how we can help. Est-ce que, peut-être une question pour vous, professeur Levray, est-ce qu'un mouvement d'activistes ou un simple citoyen peut vous interpeller, vous, personnellement, vous écrire? C'est comme ça que ça se passe? Oui. C'est environ 80 interpellations par jour qui arrivent sur le site du mandat, comme on dit, donc de dénonciation de situation. Et évidemment, on essaie d'investiguer pour savoir si c'est une situation très particulière, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fiable. Et évidemment, on procède aussi par recoupement quand il y a une accumulation de dénonciation d'un type de comportement ou d'événements dans une région. C'est évidemment un indice fort. Et sur cette base-là, régulièrement, mais de manière confidentielle, on s'adresse au gouvernement en disant, voilà, nous avons eu telles allégations,
Nous avons vérifié autant que possible. Alors, ce n'est pas seulement nous depuis Genève, mais il y a pas mal de personnel des Nations Unies, des différentes agences qui sont un peu partout dans le monde. Donc, on contacte ces gens sur place. Donc, voilà, on nous a dit que, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que vous pouvez documenter? Est-ce que vous avez entendu tout ça, etc. Et donc, on s'adresse au gouvernement en leur laissant 60 jours pour nous répondre. Et on essaie d'engager un dialogue. Juste peut-être 2 très brefs points, mais je sais que on est trop long et que je suis trop bavard, ça c'est pas nouveau. D'abord, l'exemple que vous avez donné sur cette ONG suédoise qui aide à maintenir des traditions, etc. C'est vrai que par rapport, oh, maybe in English, as regard the situation of persons belonging to minority, you may have, let's say, a very holistic approach and saying, well, we need to improve the system, UN should be better, whatever, and it's, well, there are few chances to succeed. Or you can have a very pragmatic approach and saying, okay, in this situation at least, it's less worse. It's better, so better is better than nothing. But no, the grand design, we don't have time. The second point is what you said about countries from the global south which are not, well, the denounce mechanism, instrument that exist. They're not the only one. I mean, one big country from across the Atlantic has, for example, totally blocked the World Trade Organization single-handedly. Un pays contre tous les autres. Mm-hmm. And I don't think the USA are from the global south. So you're right. There are attacks on the system from many sides, from many states. There is right now, let's say, a doubt about the capacity of multilateralism to continue working. As I say, it's not perfect, but at least it exists. A grand reform, I'm not sure it's possible, but maybe, unfortunately, a sufficient number of states will have an interest of not maintaining the system, and it could happen. The whole system could collapse. And again, that will not be a catastrophe for Switzerland, but for many countries in which situations are dire, it will be a real catastrophe. I'm not pessimistic, but let's face it, it's not only questioning from the global south. Many countries are questioning the system. Mm-hmm. Peut-être une toute dernière question pour ne pas terminer sur une note aussi pessimiste. Oui, monsieur. Un micro va vous être apporté. Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui caractérise exactement une minorité. Est-ce que, par exemple, les femmes afghanes peuvent être considérées comme une minorité? Alors, de manière intéressante, il n'y a pas de définition juridique universellement ou même au niveau européen admise de ce que c'est qu'une minorité. Chacun essaye de restreindre ou de façonner, formater des minorités à sa convenance, si je puis dire. Évidemment, je pense d'une part qu'il faut qu'il y ait un groupe qui a une volonté de se maintenir comme un groupe. Donc, on ne peut pas, chacune isolément, les femmes afghanes, dire « Ah, je suis membre d'une minorité », mais en fait, il n'y a pas la volonté des femmes afghanes d'exister en tant que femmes. Je crois qu'il y a. Et puis, ensuite, évidemment, il faut être dans une situation de déprivation des droits, voire de persécution. On a un exemple, et d'ailleurs, on avait inventé un terme pour ça. En Afrique du Sud, pendant longtemps, on a eu une minorité qui, ma foi, gérait le pays, bénéficiait des ressources du pays. C'était une minorité, mais évidemment, on n'allait pas les protéger comme une minorité. Donc, on a inventé ce concept d'apartheid qui condamnait le fait qu'une minorité privait la majorité d'accès aux ressources du pays, aux bénéfices économiques, etc. Donc,
il n'y a pas véritablement de définition admise. Par exemple, en Europe, on essaye de soutenir que les minorités qui peuvent être protégées sont des groupes de population qui sont installés depuis longtemps dans nos pays. Donc que les migrants ne pourraient pas devenir une minorité. C'est défendable, mais je pense que l'inverse est aussi défendable. Vous apprenez donc qu'il n'y a pas véritablement de définition. Voilà. Fatima Hosseini, thank you for your time. Thank you so to be- much for having me. Merci beaucoup, Monsieur Professeur Levrat, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à nos intervenants et évidemment à leurs propos. On avait évoqué un envol pour cette semaine des droits humains. Je crois qu'il a été pris et bien pris. Nous avons déjà pris beaucoup de hauteur dans le cadre de cette première soirée d'ouverture et nous vous invitons à suivre et à participer aux autres événements de la semaine, et notamment demain avec 3 conférences. Une première sur le Turkménistan avec une artiste qui viendra exposer sa vision d'une situation où la liberté de la presse est parmi une des plus difficiles dans le monde. Puis demain après-midi à 16h30, le haut représentant pour les droits humains, Volker Türk, et enfin à 18h30, les Geneva Human Rights Talks qui sont menés par les associations d'étudiants de l'Université de Genève qui aborderont sous 3 volets d'autres questions et problématiques des droits humains. Voilà, le professeur Nicolas Levrat avait évoqué que pour, au fond, vivre une minorité heureuse, il faut de la diversité. Nous allons prolonger cet état d'esprit avec un apéritif qui vous est offert dans le hall de Unis du Four. Mesdames, messieurs, merci beaucoup et j'espère à demain.